Madame, Monsieur, bonjour. L'agriculture industrielle est aujourd'hui une référence pour les pays pauvres pour sortir de la misère. Les dirigeants africains, dans leur politique agricole, s'en servent pour venir à bout des difficultés alimentaires de leur peuple. Mais de près, force est de noter que ce type d'agriculture foule aux pieds les règles élémentaires en matière de préservation de la santé, de préservation de l'environnement et de l'écosystème. L'Asie, envahie par cette agriculture industrielle, en subit déjà les conséquences. L'Afrique, pour le moment, entretient une certaine distance parce qu'en grande partie dominée par l'agriculture familiale. Mais pour triompher de l'envahisseur, les Africains, en l'occurrence les pouvoirs publics, doivent mener la lutte. Une lutte que la COPAGEN, entendez, la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, fait déjà. Et justement, c'est un membre actif de cette organisation que nous recevons ce matin. Elle s'appelle Assetou Samaké Migan. Elle est professeure à l'université de Bamako. Avec elle, nous parlerons du fléau et des moyens pour y faire face. Madame Samaké Migan, bonjour. Bonjour. Madame, Monsieur, j'anime cette émission avec Brice Soussou. Brice, bonjour. Bonjour Léandre, bonjour Madame, et merci d'avoir accepté notre invitation pour discuter globalement de la protection génétique, si on peut le dire, alimentaire et de l'agriculture au niveau de l'Afrique. Vous êtes à Cotonou à l'occasion d'un cours régional, nous allons y revenir tout à l'heure. Vous êtes membre de COPAGEN aussi, nous allons parler un peu de cela, la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, dont l'ONG Djinoukoun du Bénin est aussi membre. Alors, qu'est-ce que COPAGEN et qu'est-ce que la protection du patrimoine génétique africain? Okay. Merci beaucoup. Et, en fait, COPAGEN, comme cela a été déjà dit, c'est la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain. Ressources génétiques, entendez-la par l'ensemble des êtres vivants, aussi bien les plantes, les animaux et les micro-organismes. Dans un premier temps, on les connaissait dans leur entièreté et dans leur diversité. Mais progressivement, des intérêts particuliers se sont focalisés sur ces diverses formes de la vie pour progressivement les faire rentrer dans la logique industrielle. Ainsi, une plante telle que l'igname, nous sommes dans le berceau de la grande diversité de l'igname, cesse d'être ce tubercule que vous connaissez, que l'on utilise. Mais dans cette plante, les industriels vont chercher des particules que l'on va appeler par exemple des gènes, oui, et qui désormais vont servir dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie alimentaire et bien d'autres choses. Bon, s'ils s'en servaient seulement, ce n'était pas grave, mais ils vont désormais mettre le brevet, c'est-à-dire une appartenance exclusive pour la firme ou bien pour l'individu, le biologiste qui a travaillé sur l'igname. Désormais, ça devient leur propriété exclusive. Je n'ai pas compris. L'igname, tel que cultivé, a la propriété de ces... L'igname, vous avez une variété d'igname, oui, et dans laquelle on peut extraire une substance médicinale. Oui. Cette substance médicinale est produite dans l'igname par une particule bien donnée dans notre jargon biologique qu'on va appeler le gène. Voilà. Dans les labos, on parvient à déceler cela. Et celui qui parvient à le déceler va l'extraire et mettre un brevet là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous, Béninois, un jeune Béninois, devient biologiste moléculaire, il voit ce gène, il sait que ça va donner beaucoup d'avantages au Bénin, beaucoup de bénéfices au Bénin, il ne peut plus. Même s'il a la capacité de travailler dessus, parce qu'il y a déjà quelqu'un, une firme ou bien un particulier qui a mis un brevet là-dessus, parce que ça devient sa propriété exclusive. Donc dans le monde entier, il n'y a que lui seul qui puisse autoriser à produire ça. Exactement, c'est ça. Sans son autorisation, on ne peut pas faire. Sans son autorisation, on ne peut pas le faire. C'est ce que je dis, l'entrée des ressources végétales, animales et microbiennes dans la logique industrielle.
Donc, il serait désormais le seul à travailler sur ce gène qu'il a pu extraire de l'igname. L'igname qui a été conservé par nos populations depuis des millénaires, il continue de les conserver. Voici, je ne sais pas au nom de quoi, quelqu'un qui, par le hasard, parvient à soustraire un élément qui est déterminant dans l'igname, il met un brevet là-dessus. Donc, tous ces gènes qui sont là, qui sont et dans les végétaux, dans les animaux et dans les micro-organismes, sont connus de tous. Maintenant, à la faveur de la science, on a une branche particulière, le génie génétique, la biologie moléculaire, qui va permettre désormais aux scientifiques de soustraire ces gènes et de mettre un brevet là-dessus. D'où l'appellation ressources génétiques. Donc là, finalement, l'agriculteur se retrouve dépossédé de ce qui est son droit, ou bien de ce qui était son droit. C'est ça la conclusion. Et c'est ça la réalité. D'où la mise en place de la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain. Oui. En quoi consistera votre travail? Comment est-ce que vous pouvez, face à cette puissance des industries à l'échelle internationale qui veulent déjà mettre la main sur tout, comment est-ce que vous, Africains, vous arriverez à protéger ce patrimoine génétique africain contre cette toute puissance économique internationale? Et vous savez que nos pays, le continent en entier, appartenaient à ces mêmes puissances avec la colonisation. Oui. Nos États, notre continent a été divisé comme un morceau de gâteau, à notre insu. Les pères fondateurs de l'indépendance nous ont libérés. À l'époque, c'était les mêmes puissances. Quand on regarde la disparité qui existait entre eux, les années 50 et 60, c'est la même chose qu'aujourd'hui. Mais ils sont parvenus à nous libérer. Donc ça veut dire que ce n'est pas impossible. Et aujourd'hui, ce que je dis, nous sommes partis dans les mêmes écoles que ceux qui mettent aujourd'hui le brevet sur nos ressources. C'est vrai, nous ne bénéficions pas des mêmes appuis, mais nous avons les mêmes capacités. Et aujourd'hui, justement, c'est la raison d'être de Copagène. D'abord, d'informer les gens sur ce qui se passe, de les aider à comprendre ce qui se passe, et pour qu'on puisse s'organiser pour mettre fin à de tels accaparements à notre insu. Et Copagène, c'est ça. Quand vous me dites comment, d'abord l'information, la formation, le suivi, et véritablement un dialogue politique entre tous les acteurs, société civile, État, paysans et autres, pour qu'on comprenne ce qui se passe véritablement. Parce que l'agriculture, c'est le fondement de toute nation. Sans souveraineté alimentaire, il n'y a pas de souveraineté véritable. On dit, celui qui te nourrit, il dispose de ton ventre. Et quand il dispose de ton ventre, il dispose de ta tête. Et ça veut dire de ton corps tout entier. Finalement, tu deviens un esclave. Mais la Copagène est surtout là, essentiellement pour défendre les droits des agriculteurs. Est-ce que vous pouvez nous énumérer ces droits-là? Parce que est-ce que le paysan lui-même est conscient de ces droits? Quels sont les droits des agriculteurs, des paysans africains? Votre collègue vient de le dire. C'est-à-dire qu'on dépossède nos paysans de ce qu'ils ont comme ressources fondamentales et ressources premières, oui, et qu'ils ont conservé depuis des millénaires. Ils se trouvent ainsi dépossédés. Ce n'est pas tout. Et les autres couches de la société qui ont vu l'intérêt et surtout la place fondamentale et première de l'agriculture pour nos pays sont en partie dépossédés. Parce que dans l'accès au savoir et à la connaissance, avec le brevet, ceci constitue un handicap fondamental. On ne peut pas. À partir du moment où ça appartient à quelqu'un, il dispose et de l'information et de la connaissance sur la ressource qui lui appartient, sur laquelle il a mis son brevet. Donc, il faut que les agriculteurs comprennent ce qui se passe. Voyez-vous, tout ceci se passe dans des langues qu'ils ne comprennent pas. Ça se fait entre initiés. Et pourtant, ils sont au centre de cette situation. Donc, il faut aujourd'hui véritablement qu'ils soient informés, qu'ils comprennent ce qui se passe, pour qu'eux aussi, ils jouent leur rôle. Parce qu'aujourd'hui, les OGM, par exemple, et la biotechnologie, toute cette stratégie d'accaparement pourra être endiguée si les agriculteurs eux-mêmes sont avisés et comprennent. C'est ça le rôle de Copagène. Non seulement qu'ils puissent comprendre, mais aussi, nous, en tant qu'intellectuels, entre griffes, parce que ce mot est très lourd de sens, qu'on puisse aussi jouer notre rôle
qu'on puisse aussi jouer notre rôle. Oui, madame. Alors, quand vous dites que vous voulez travailler pour défendre les droits des agriculteurs africains, et ils sont au cœur de tout le système, vous avez dit aussi qu'ils ne sont pas initiés par rapport à tout ce qui se dit qui est scientifique. Est-ce que vous avez l'impression que vous faites en sorte que ces agriculteurs qui, pour une grande partie, ne sont pas allés à l'école, qui travaillent dans nos zones rurales, qui sont aujourd'hui, vous avez le sentiment que le travail que vous faites, ils sont vraiment conscients de ça, ils sont conscients de ce que vous défendez leurs droits, est-ce qu'ils internalisent la chose à leur niveau pour pouvoir se considérer vraiment comme partie prenante à la lutte que vous menez? Bien sûr que oui. En fait, quand vous regardez le travail de Copagène, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, le cours, certainement qu'on va parler, oui, on va en parler tout à l'heure, fait partie, oui. Mais nous avons développé des techniques de communication avec les agriculteurs à la base qui leur permettent d'être au parfum de cette question. Vous connaissez tout le travail des ONG, des associations qui sont là. Il y a cette technique de communication appropriée qui permet aux agriculteurs de comprendre. Les boîtes à images, les causeries débats, les jeux de rôle, le théâtre. Tout ceci constitue des formes pédagogiques qui leur permettent de comprendre et de rentrer dans le débat. Et j'avoue qu'à chaque fois qu'ils comprennent, ils sont dépassés. Ils disent, mais comment? Des ressources qui nous appartiennent, comment quelqu'un peut venir mettre un brevet là-dessus? On a dit, effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons le cas de l'oignon de Galmi, l'oignon que vous connaissez de couleur mauve, qui se trouve. Mauve, oui. Oui. Le mot Galmi, c'est le nom d'un village au Niger. Tellement que les agriculteurs au Niger ont pu démontrer cette variété, la variété mondialement porte le nom de ce village, oignon de Galmi. Savez-vous qu'il y a une multinationale dont la filiale se trouve au Sénégal, qui est partie à l'OAPI pour mettre le brevet sur cette variété? Quand on sait que cette variété constitue une des ressources fondamentales des revenus des paysans du Niger, et quand on sait le rôle, surtout la place de ce légume dans la consommation des pays africains, au Bénin, au Mali, au Niger, au Burkina, ce oignon est là. Ça dépasse l'entendement. Mais c'est une logique aujourd'hui qui est développée par la libéralisation à outrance du commerce et particulièrement des produits. Et qu'est-ce que vous avez pu faire par rapport à ça? Par rapport à ça, Copagène, quand Copagène a eu l'information, vous savez que Copagène existe au Niger. Nous avons contacté nos collègues du Niger. Nous avons soulevé le problème. Les camarades du Niger sont partis voir le gouvernement nigérien. Et immédiatement, l'OAPI a été saisi pour qu'il arrête le processus de dépôt de brevet sur cette variété. Chose qui a été faite. Donc, nous poursuivons aujourd'hui le reste de l'affaire pour que ça soit définitivement réglé. C'est-à-dire que si cette procédure avait abouti, ça veut dire que plus aucun paysan nigérien ne pouvait commercialiser au plan international cette légume sans l'accord de la structure en question. Et non seulement il y a cette possibilité, mais aussi on pouvait extraire des gènes de cette variété, en faire des OGM qui seront cultivés au Niger et qui peuvent mettre en danger la variété elle-même. C'est de ça qu'il s'agit. Même si on donnait l'autorisation aux Nigériens de continuer de s'aimer cette variété, une autre variété OGM pouvait être faite à partir de l'oignon de Galmi et réintroduire au Niger. Et cette variété OGM réintroduite peut mettre en danger, tout simplement par pollution, la variété de Galmi qui est connue. Mais par rapport au choix de la semence, c'est-à-dire si cette substance brevetée dont vous parlez est disponible et que dans le même temps, le paysan a la possibilité de continuer sa culture comme il le faisait avant que l'intervention de cette substance brevetée, est-ce que le paysan n'a pas le choix? Au-delà de ce qu'on pourrait assister à une pollution de l'environnement, des terres, est-ce que le paysan a quand même le choix de choisir? Oui, je vais vous donner une image. C'est comme si vous mettez dans le même sac un pot en fer et un pot en terre. Vous savez que la coexistence de ces deux vases, la finalité risque, le pot de terre risque d'être brisé par le pot de verre. La question de la pollution, la coexistence des cultures OGM et non OGM, c'est ça toute la question. Les risques de pollution. Parce que voyez-vous, quand vous cultivez, il ne faut pas voir la plante seulement. La plante dans la terre
et la plante qui échange avec les autres plantes qui sont tout autour, surtout les plantes de même variété. Il y a une société entre les plantes aussi. Tout à fait. Et comme vous le savez, dans toute société, vous avez des rapports d'harmonie et vous avez des rapports d'antagonisme. C'est exactement la même chose. Il y a des plantes qui dominent d'autres. Donc, c'est là toute la question de la coexistence des plantes OGM et non OGM. Sans compter l'influence des paquets technologiques qui sont là, les phytosanitaires qui les accompagnent et tout le reste. On a vu par exemple dans beaucoup de nos pays, on cultive les variétés importées. Cela te donne des facilités. Ces facilités sont quoi? Ce sont les engrais, ce sont les produits phytosanitaires. Et petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Puisque ce sont des avantages qui accompagnent telle orientation, vous allez voir que les agriculteurs vont aller plus. Oui, parce qu'ils n'ont pas de soutien pour la version originale. Or, vous savez, si on ne sème pas une variété, petit à petit, elle disparaît. Son pouvoir germinatif et elle disparaît. C'est ce qu'il faut voir. Dans nos analyses, ne voyons pas seulement la sémence. Dans nos analyses, il faudra qu'on regarde tout ce qui accompagne la sémence. Et au plan écologique, au plan social et au plan politique. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous, dans notre, excusez-moi de l'expression, notre légèreté intellectuelle, on ne voit que la chose, tout court. Et on ne regarde pas le reste. On va commencer à observer le reste quand c'est trop tard. La question des OGM et la question des plantes conventionnelles, des plantes locales, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi dès maintenant, la Copagène tire la sonnette d'alarme. Et vous estimez qu'il vaut mieux opter pour l'agriculture familiale et qu'avec cette agriculture, on peut assurer la souveraineté alimentaire. D'abord, vous allez définir ce que c'est que l'agriculture familiale pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Voyez-vous, l'agriculture familiale, c'est dommage quand on parle de l'agriculture familiale qui est plus pratiquée aujourd'hui en Afrique, bon, en Asie aussi et dans les autres continents, mais plus vivace en Afrique. Quand on parle d'agriculture familiale, du coup, les intellectuels pensent que c'est archaïque, c'est arriéré, c'est rudimentaire. Rudimentaire. Et l'agriculture familiale, et j'ajoute paysan, est un système de production au même titre que l'agriculture industrielle. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais on peut comparer les deux. Oui, allez-y, faites un peu la comparaison. Pour qu'on puisse véritablement savoir d'où on part. L'agriculture paysanne familiale, c'est d'abord une agriculture qui est centrée sur la cellule familiale. Aussi bien par rapport aux ressources agricoles, la terre, les semences, l'eau, tout ce qui concourt à la production agricole, les manières de faire, les savoirs, tout ça est concentré autour de la famille et autour d'un exploitant qui est le paysan, qui est en fait le chef d'orchestre de tout cela. Ceci est important dans le sens de l'intégrité des nations par rapport au territoire national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la possession, la propriété, elle est familiale. C'est ce qui fait que dans beaucoup de cultures africaines, on dit la terre ne se vend pas. La terre se prête. La terre appartient aux générations à venir. Et nous, en Afrique, on a pu préserver cela à travers la famille. La famille, c'est la cellule de la nation, voyez-vous. Et toute la question de la succession est réglée ainsi. Ce qui fait que si, véritablement, nous avons tenu compte de ces qualificatifs, on ne serait pas là aujourd'hui en train de parler de l'accaparement des terres, de la vente massive des terres aux étrangers. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. 100 000 hectares dans certains pays donnés à des particuliers. Imaginez-vous 100 000 hectares au Mali qui a été vendu à des particuliers.
c'est exceptionnel. Au Bénin, c'est pareil. L'agriculture industrielle, c'est une agriculture qui a été développée dans la logique industrielle. Les machines, les ressources énergétiques, beaucoup de carburant, et l'individu. L'individu qui peut vendre la terre, qui dispose des ressources comme il veut. Donc, quand on regarde historiquement pour nos pays, qui ont connu le passé où ces pays ont été morcelés et donnés, où l'indépendance a été acquise, est-ce que dans la continuité de cette logique de dépendance et d'indépendance, l'agriculture familiale constitue véritablement un frein, un encadrement de tout cela? Oui, madame, quand vous dites tout ça, et c'est là où certains, peut-être de vos compatriotes des pays africains, ne voient peut-être pas la pertinence des actions que vous menez. Agriculture familiale, c'est ça qu'on a fait pendant longtemps et jusque-là, ça ne se développe pas. Vous constatez que beaucoup de pays africains commencent à souffrir d'insuffisance alimentaire. On n'arrive pas à se suffire nous-mêmes parce qu'on continue avec les anciennes pratiques alors que la population croît. Et ce sont les pays européens occidentaux qui ont développé l'agriculture industrielle, qui arrivent à nourrir la population et à nous envoyer du riz, du maïs et beaucoup d'autres choses, alors que nous on continue avec l'agriculture familiale, on ne s'en sort pas. Les gens se disent alors, il vaut mieux aller à l'agriculture industrielle, parce qu'on veut préserver quelque chose qui nous affame. C'est ça la question. Dans votre question, j'ai retenu 3 moments essentiels. On ne parvient pas à se développer. Ce sont eux qui nous envoient à manger et la population croît. Les trois choses essentielles. On n'a pas pu développer l'agriculture paysanne. Pourquoi? C'est ça. Pourquoi on n'a pas pu développer cette agriculture? Parce que tout simplement, ça n'a jamais été notre préoccupation. Que des slogans. Les stratégies de développement de l'agriculture paysanne familiale sont disponibles il y a plus de 30 ans. On sait comment faire pour que cette agriculture se développe. Ça n'a jamais été fait. Dans nos pays, les politiques agricoles qui sont là ont toujours regardé ailleurs des préceptes qu'on ne comprend pas. Prenez les politiques agricoles de nos pays. À l'indépendance, on avait commencé avec l'autosuffisance alimentaire au plan national. On s'est focalisé sur les ressources qu'on a, les instituts de recherche qu'on a, les ressources locales, sémencières, animales, halieutiques qu'on a, et bien sûr, à travers ce qu'on mange. Vous le connaissez, ces élans ont été stoppés. Pratiquement dans tous nos pays qui avaient une telle vision d'un développement autonome. Stoppé par qui et pourquoi? Vous le savez. La question. Vous le savez. Et regardez l'évolution historique de nos pays. Je ne vais pas vous l'apprendre. Combien de coups d'État? Pratiquement la quasi-totalité des pères de l'indépendance progressiste, d'une manière ou d'une autre, soit ont été assassinés, des coups d'État ont été écartés. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de nostalgie que tout le monde en parle. On a vu des pays où le petit bout d'industrie qui sont encore existants dans ces pays ont été faits dans les années 60. 8 ans de régime, 5 ans de régime, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, on a tout stoppé. Il y a plus de 30 ans. Et on a basculé dans quoi? Vous le savez, les programmes d'ajustement structurel. Ces programmes d'ajustement structurel, c'était quoi? C'était tout simplement orienté à drainer nos pays dans l'économie mondiale, à leur assigner le rôle de consommateur strict. On vous envoie à manger, mangez et taisez-vous. Ne vous demandez pas qui a produit, comment cela a été produit. Non, c'est pourquoi je suis d'accord avec vous, on nous envoie et on mange. Sans qu'on se pose la question sur l'impact de ces envois sur notre agriculture, sur notre alimentation, sur notre santé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on doit voir. Et sans compter aussi que cela nuit fortement à notre agriculture. Parce qu'on envoie ces produits, ce sont des produits subventionnés. Ce sont des produits subventionnés par leur État. Ça arrive ici,
ce sont nos États qui payent. J'ai l'habitude de dire, ces producteurs européens sont doublement subventionnés par leur État et par nos ressources, parce qu'on achète, même si c'est à bas prix. Même si c'est à bas prix. Et comme tout le monde parle de mondialisation, sur le plan mondial, nos agriculteurs sont doublement pénalisés. Pénalisés par la subvention des autres agriculteurs qui sont subventionnés par leur pays et aussi par nos États qui achètent ces produits. Un agriculteur qui sème aujourd'hui 10 tonnes de riz, il sème 10 tonnes de riz pourquoi? D'abord pour manger et le surplus doit être vendu. Les deux produits se retrouvent sur un marché où la différence de prix est énorme. Le consommateur moyen ne se préoccupe pas de questions. Il va acheter. Voyez-vous ce qui se passe? C'est ça le fondement du dumping qu'on fait sur le marché et qui pénalise et qui tue notre agriculture. Par conséquent, elle ne peut pas être développée. Et comme vous l'avez dit, bien sûr, on continue de faire des enfants. Et même là, on le sait, on ne tient pas compte de ce paramètre. On va vendre les terres agricoles à d'autres qui ont décidé de consolider leur souveraineté alimentaire à travers nos pays. Désormais, nos terres sont utilisées pour produire de l'aliment qui serait exporté vers d'autres pays et qui vont consolider ainsi leur souveraineté alimentaire. C'est de ça aujourd'hui qu'il s'agit. Vous êtes en train de nous dire donc, que les produits qui nous sont envoyés de l'extérieur et que nous retrouvons sur nos marchés, peut-être à moindre coût par rapport à ce que nous produisons nous-mêmes, vous êtes en train de dire que ces produits-là ne sont pas les mêmes que consomment ces pays-là qui nous les envoient. Et que c'est ce qui se produit ici, ce qui vient produire par exemple ici, qu'ils envoient dans leur pays. Donc il y a une différence entre les productions. Et bien sûr, d'abord, dans leur pays, là-bas, il y a une société civile avisée. Il y a des ressorts qui sont là, qui surveillent et l'environnement et la santé de leur population. Donc là-bas, il ne peut pas faire du n'importe quoi. Ici, en venant ici, pas de surveillance, tout est ouvert. Ils peuvent produire ce qu'ils veulent, les techniques qu'ils veulent, sans contrôle ni rien. Ils peuvent polluer et après ils peuvent partir. Tout ça, c'est contenu dans les termes de leur contrat. Nous avons vu des contrats qui ont été signés. Je vous avoue, quand vous lisez ces contrats, vous posez la question. Ceux qui ont signé, ils étaient dans quel état? Ils ont pris de l'argent peut-être. Est-ce qu'il y a une démarcation à établir entre agriculture mécanisée et agriculture industrielle? Bien sûr. Et l'agriculture mécanisée, c'est qu'on a beaucoup réclamé pour l'agriculture paysanne familiale. La petite mécanisation à dimension humaine, adaptée au contexte écologique. Ceci peut très bien se faire. Des petits tracteurs bien adaptés, qui labourent en fonction de la nature du sol. On l'a tout le temps dit. Ça fait plus de 20 ans, dans les politiques d'amélioration de l'agriculture familiale paysanne, on l'a dit. Ça peut se faire. Mais si ça doit se faire, il faudrait que ça se fasse avec la participation effective des paysans. À partir d'une étude sérieuse. Vous ne pouvez pas aller acheter parce que vous avez tout simplement lu quelque part qu'il faut la petite mécanisation pour le paysan. Allez tout simplement acheter des tracteurs de dimension réduite et l'amener dans une exploitation familiale sans pour autant vous donner la peine de faire une étude non seulement de compatibilité économique, écologique et sociale. Vous amenez un tracteur. La petite exploitation, son rendement est tel que ça ne peut pas supporter les coûts d'une machine que vous avez amenée. Le problème n'est pas résolu. Ce serait inévitablement un échec et on va dire, voilà encore, ça ne marche pas. C'est-à-dire, on a pris l'habitude de faire les choses à la légère. Et aujourd'hui, parce que ça fait 30 ans qu'on est en train de dire qu'il faut mécaniser l'agriculture paysanne familiale. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, on a les tracteurs qui stationnent. Souvent même, on prend, on distribue. Je ne sais pas comment ça se passe au Bénin ici, mais au Mali, c'est ça. Nous avons une usine de tracteurs. Ça produit, c'est là. On a donné, ça ne va pas. Le coût du carburant pose problème. Le coût même de l'engin pose problème. La réparation. Exactement. Donc, il y a véritablement un travail de fond
que nous refusons de faire. Il faut reconnaître, en Afrique, on aime trop la facilité. On refuse de faire ces calculs et on regarde les choses superficiellement et puis on rentre dedans tête baissée. Donc finalement, la mécanisation de l'agriculture familiale paysanne est possible si on mène les bonnes politiques. Mais et l'agriculture industrielle dans tout ça, la démarcation. L'agriculture industrielle aujourd'hui, on a vu, et ce n'est pas sur ce plateau, tous ceux qui suivent les actualités, cette agriculture pose énormément de problèmes. C'est, je l'ai dit tantôt, il faut une mécanisation à dimension humaine. Je le dis en connaissance de cause. Quand vous allez prendre des millions d'hectares, ou pour traiter, vous avez besoin d'un aéronef, c'est-à-dire un petit avion, que vous allez charger de produits chimiques pour pouvoir pulvériser le champ. Voyez-vous ce que ça donne comme coût. Au sol, vous avez des gros engins mécanisés qui sont là, qui dévorent l'énergie fossile. En haut, vous avez des avions qui sont là, qui dévorent sans regarder toutes les conséquences de l'épandage des produits chimiques sur ces grands espaces. L'industrie et l'agriculture industrielle aujourd'hui est dans l'impasse. C'est pourquoi on dit qu'il faut faire des choses, la taille humaine. Ça renvoie à la question de la limite. Aujourd'hui, on a besoin de cultiver ce qu'on appelle, et ça par rapport à l'industrie et à l'agriculture industrielle, l'intelligence de la limite. Oui. L'intelligence de l'équilibre. Est-ce que vous pensez que votre théorie répond au contexte actuel? Parce qu'aujourd'hui, il y a la loi du marché. Et quand on parle du marché, le marché national peut être, ne pas se mettre c'est-à-dire ne pas s'écarter du marché international. Est-ce que vous pensez que cette théorie va tenir dans la mondialisation dont on parle aujourd'hui? Mais regardez, vous ne voyez pas ce qui se passe à Wall Street il y a 4 jours? Vous ne voyez pas le sitting qui est là? Oui. Le monument de la libéralisation. On conteste cela. Regardez la situation de la Grèce. Un pays européen qui est là. Regardez Wall Street, ce n'est pas ici au Bénin ou au Mali. C'est là-bas chez eux. Le monument de la libéralisation, de la mondialisation à outrance. Mais le système est dans l'impasse. Oui, madame, quand vous parlez comme ça... Et il s'agit de tout ça. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui encore vénérer une telle pratique. Franchement, entre nous. Oui, madame. Et aussi cette mondialisation. La mondialisation, chacun rentre dans la mondialisation avec son identité et sa particularité. C'est ce qui fait qu'on échange. On ne rentre pas dans la mondialisation pour être englouti, pour être effacé, pour être anéanti. Et c'est véritablement ça. C'est ça la mondialisation. Nous, dans nos têtes, on pense que la mondialisation, ça veut dire tout simplement consommer. Il y a des choses qui sont disponibles. Venez, prenez et consommez. Mais ce n'est pas ça la mondialisation. Oui, justement, pour que nous puissions prendre notre part à la mondialisation, revenons à notre sujet, à savoir la production agricole. Oui. Alors, si la situation africaine d'aujourd'hui est telle que nous n'arrivons pas à produire le minimum dont nous avons besoin, de sorte que nous soyons encore obligés de tendre la main pour compléter et avoir le minimum dont nous avons besoin. Est-ce que si on continue cette agriculture familiale, est-ce que nous pourrons arriver à un volume de production qui permette à l'Afrique de s'autosuffire? Nous allons aussi discuter entre... il y a une question de sémantique, souveraineté alimentaire, autosuffisance alimentaire. Mais parlons d'abord de volume de production. Est-ce qu'avec l'agriculture familiale, même mécanisée, est-ce qu'on peut arriver à produire en termes de volume autant que l'agriculture industrielle? C'est là la question, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains qui sont attaqués par la famine, parce qu'il y a insuffisance alimentaire, insuffisance de production agricole. C'est ça la question. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez entendu parler du programme d'urgence d'appui au secteur agricole qui a été mené ici, au Bénin, oui. 2008-2009 au Bénin ici? Tout à fait. Est-ce que ce programme n'a pas permis une augmentation considérable de la production du riz et du maïs? Cela n'a pas duré dans le temps. C'est ça. Et pourquoi ça a été interrompu? Et pourtant, ça a été efficace. Quand vous lisez les documents béninois, quand vous écoutez les experts, ces deux opérations ont permis de produire suffisamment.
et du riz, du maïs. Il n'y a pas 30 ans, 2008-2009, sans introduction de la mécanisation, avec ces mêmes paysans qu'on considère comme archaïques, avec ce même système d'agriculture paysanne familiale. Moi, je n'enlève pas paysanne, paysanne familiale. C'est une expérience qui a réussi. Pourquoi cela n'a pas continué? Voyez-vous, cela ne veut pas dire que ce système ne peut pas relever le défi de nourrir l'Afrique et nos pays. Il peut très bien, mais pourquoi cela n'a pas... Parce que ça a connu un essoufflement. Et pourquoi ça a essoufflé? Vous faites une expérience qui est réussie. Vous laissez cette expérience s'essouffler, s'arrêter. Il y a problème. Oui, donc le problème, ce ne sont pas les paysans, ni le système. Oui. Le problème, il est ailleurs. Mais est-ce que dans un pays, en Afrique, un tel programme a tenu dans le temps? Parce que c'est des exemples. Le problème, ce n'est pas que ça a tenu dans le temps ou pas. Si ça ne tient pas dans le temps, ça ne relève pas du système. Ça relève de qui et de quoi? Ça ne relève pas du système. Ça relève de la politique. Oui. L'organisation politique et sociale qui doit soutenir cette agriculture. Justement, madame, vous savez que pour que cette politique puisse avancer, il s'agit de moyens financiers à mettre en branle pour pouvoir soutenir ces politiques-là qui ont donné leur preuve, même si c'est à courte échelle dans le temps. Mais vous savez que nos États africains, tel que ça fonctionne, et c'est peut-être ça qu'il faut agir, ça fonctionne de sorte à ce que l'appui financier vient de l'extérieur et vous n'êtes pas sans savoir que ces multinationales qui vont faire de l'agriculture industrielle avec plein de choses liées aux OGM ont aussi la main sur les puissances financières internationales qui financent nos États. Vous savez que tout ça est lié. Et donc parfois, nos États, nos dirigeants africains ont bien la volonté, mais se sentent coincés et n'ont pas d'autre choix que de subir. Vous savez qu'il y a aussi ça, madame. Et c'est peut-être à ce niveau, sur ce levier qu'il faut jouer, madame. Donc ça veut dire que nous avons des États incapables. C'est une question. Fondamentalement, l'indépendance d'un État, oui. Un État se dit indépendant. Le premier attribut de l'indépendance d'un État, c'est sa capacité d'abord à nourrir ses populations. Vrai ou faux? Si cela est, la priorité devrait être donnée à ce secteur, avec l'apport de tout un chacun. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et c'est ce que nos États ne parviennent pas à faire. Mais ce n'est pas le système qui est mis en cause. C'est l'organisation politique qui doit donner la primauté et la priorité à ce secteur qui n'est pas fait. Ce n'est pas le système. Mais est-ce que vous ne reconnaissez quand même pas que l'Afrique aujourd'hui n'est pas sur une autre planète? L'Afrique est sur la même planète que les autres continents et donc qu'on n'est pas à l'abri des chocs extérieurs. Est-ce que par rapport à ça, cela n'explique pas un peu le fait que quoi qu'on fasse, tous les efforts qui sont déployés pour que certains programmes marchent, comme le PUASA que vous avez évoqué tout à l'heure, que malgré tout ça, ça échoue après quelques années et que ça n'a jamais marché ailleurs, c'est-à-dire en Afrique ou quoi? Comment ça n'a jamais marché ailleurs? Je vous ai demandé tantôt s'il y a un exemple de pays où quand même l'agriculture familiale fait des merveilles. Mais au Mali, l'initiative riz. Le Mali est dans l'initiative riz, ça fait 3 ans. La production a doublé, triplé dans l'initiative riz. C'est vrai, 3 ans, ce n'est rien. Attendons de voir comment ça va se passer. Et il y a d'autres exemples dans beaucoup de pays où des initiatives marchent véritablement. Mais c'est ce que j'ai dit. Vous n'allez pas attendre des autres pays qui nous fassent des cadeaux. Si nous ne sommes pas capables de mettre des organisations qui puissent soutenir et préserver nos initiatives, nous serons à la merci. Et malheureusement, à tous les niveaux, nous sommes complètement abattus. Ce sentiment de fatalité qui fait que l'Afrique ne peut jamais réussir. C'est là toute la question. Mais est-ce que vous reconnaissez quand même à l'agriculture industrielle certains atouts, certains avantages, des aspects positifs? La production à très grande échelle en termes de quantité, de produits. Aujourd'hui, oui. Cette agriculture a atteint ses limites. Elle s'est développée, elle a atteint ses limites parce que la science, la technique a montré qu'elle a atteint ses limites. Aujourd'hui, il y a 2 piliers de l'agriculture industrielle tels que la chimie, l'agrochimie, oui. Qui a mis en mal la biosphère, oui. Le système.
tout le système, la crise écologique qui est là, et la consommation à outrance de l'énergie, la crise énergétique qui est là. Et aujourd'hui, grâce à la science, cette même science, nous sommes sûrs et certains que nos ressources ont des limites. La finitude de notre biosphère est définitivement établie. Et il est clair qu'on ne peut pas continuer dans ce sens. Oui, madame, vous savez... Et aujourd'hui, l'agriculture industrielle est en train de revenir en arrière. Tout ce mouvement de culture biologique qui est là, tout ce mouvement de bio, qui est là, en Europe, partout, oui, vous avez des instituts qui s'ouvrent pour permettre véritablement... Même des supermarchés bio, ça existe déjà. On est en train de faire la mécanisation avec le solaire et avec l'éolienne. Ce mouvement commence à naître en Europe. Et comme toujours malheureusement, quand eux ils sortent d'une technologie, nous on rentre dans cette technologie. Au moment où ils font le combat pour sortir de... Nous on fait tout pour... Mais madame, la question... Nous faisons le combat pour rentrer. Oui, justement, parce qu'on est toujours en arrière et en retard de quelques décennies. Bon, c'est anormal, mais on va peut-être rattraper. Mais la question, elle est celle-ci. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de la demande de consommation des pays africains dont la population croît, est-ce que l'agriculture familiale, même mécanisée, pourra produire, sinon... ce qu'il faut pour pouvoir avoir et exporter, mais tout au moins ce qu'il nous faut pour consommer et notre subsistance de quoi manger pour ne pas avoir tant de la main pour manger encore. Est-ce qu'avec ça, on aura le minimum qu'il nous faut pour nourrir l'ensemble de la population africaine? Vous êtes d'accord? C'est la question. Vous êtes d'accord avec moi que les ressources existent? Nous avons la terre. Oui, la terre est là. Nous avons l'eau. Même un pays comme le Mali, qui est dit pays sahélien, est regardé traversé par 2 grands fleuves, avec une saison de pluie de 3 mois, au minimum. Nous avons la terre et nous avons les ressources nécessaires. Les semences, l'eau, la terre. Et nous avons des ressources humaines qui ne font que ça. Les paysans. Ils constituent 80% de la population encore dans les pays africains. Donc nous avons les ressources. Et pourquoi on ne parvient pas à mettre ces ressources ensemble pour nous nourrir? On ne le fait pas. C'est d'autres personnes qui regardent par satellite les réserves foncières que nous avons et qui viennent tout bonnement signer des contrats de 50 ans, 90 ans renouvelables. Et nos États nous disent on n'a pas vendu. Ce sont des baux. On n'a pas vendu. 90 ans renouvelables. Les ressources existent. Les hommes sont là pour dire donnez-nous le minimum, nous allons cultiver. Quand on sait que la population croît, on ne fait rien. Et, bien sûr, si vous ne bougez pas, les autres bougeront. La nature a horreur du vide. Mais jusque-là, nous parlons que de souveraineté alimentaire, donc des productions vivrières, alors qu'en Afrique, il y a également les cultures de rente. Et si on prend l'exemple du coton, c'est clair que le coton a besoin de pulvérisation, par exemple, a besoin d'engrais, donc d'être dans le schéma d'une agriculture industrielle pour évoluer, pour qu'on ait des rendements. Vous êtes contre cela? Vous êtes contre le fait que le coton, par exemple, bénéficie de ces atouts-là, de l'agriculture industrielle pour marcher en Afrique? Vous savez que le Bénin est l'un des premiers pays à développer le coton bio. Tous les autres pays de la sous-région qui ont voulu faire le coton bio, ils sont venus s'inspirer de l'expérience du Bénin. Si ma mémoire est bonne, M. Vaudoué, peut-être que je ne prononce pas bien le nom, encore en 80, les gens venaient ici de la sous-région pour apprendre, pour voir comment il fait le coton bio. Non seulement ils ont fait les pesticides bio, les semences bio, les techniques culturelles nécessaires pour que ce coton puisse être produite. Et ce coton coûte excessivement cher en Occident. Et ce coton est pour les nantis. Pour baisser le coût, là-bas, ils ont commencé à faire du coton bio. Voyez-vous que
comme toujours, nous avons des cas qui marchent, mais on est toujours enclin à marginaliser ces cas. Le coton, bien sûr, est l'une des premières cultures de rente qui a été développée dans nos pays. Les économies intelligentes, petit à petit, se sont retirées du coton. C'était le cas de l'Égypte, le premier producteur de coton en Afrique. L'Égypte a vu le coût écologique de la culture du coton et surtout le coût sanitaire et le coût humain. Dans les zones, les populations qui sont autour des zones de production de coton, c'est là où vous avez le plus grand nombre d'avortements chez les femmes enceintes. Vous avez le plus grand nombre de malformations. Les pesticides qui se retrouvent dans l'eau, dans l'alimentation, dans le sein maternel. Quand l'Égypte a fait ce bilan, progressivement, l'Égypte s'est retirée de la culture du coton parce que l'Égypte a compris qu'en mettant tout ceci ensemble, les factures cachées et les vraies factures, mieux vaut laisser d'autres pays se détruire écologiquement, socialement et sanitairement, acheter ce coton, ceci revient plus profitable. C'est là où j'ai dit les économies intelligentes. Quand l'Égypte s'est retirée, le Mali s'est engouffré dedans. On a fêté le coton, l'or blanc, au Mali, pendant plusieurs années. La zone cotonnière du Mali vit actuellement les mêmes choses que l'Égypte a vécu il y a de cela 10 ans, 15 ans. Le Mali se retire, le Burkina s'engouffre dedans. Cette fois-ci avec les semences OGM. Voyez-vous, on ne regarde pas ce que les autres font et on ne tire pas les conséquences de ce que les autres font. On a besoin d'argent frais pour avancer. On a besoin surtout d'intelligence et de courage, pas seulement de l'argent. Vous pensez qu'on peut revenir au coton bio là? Ou bien il faut également abandonner... Ce n'est pas qu'on revient, on est dans le coton bio. Jusque-là, au Bénin. Le Bénin continue de faire son coton bio. Le Burkina continue de faire son coton bio. L'une de nos préoccupations, c'est quoi? Cette coexistence coton bio et coton OGM avec la pollution, c'est ça. Des expériences réussies, durables, sont menacées par des expériences hasardeuses. La contamination du coton bio par le coton OGM. C'est ce que nous disons, faites attention. C'est tout le sens de notre combat. Vous avez parlé d'OGM, les organismes génétiquement modifiés. Et dans le même temps, vous parlez de... Quand on parle d'OGM, on entend aussi parler de génie génétique. C'est quoi la différence? La différence entre OGM et génie génétique. Le génie génétique, c'est l'ensemble des techniques qui permettent d'obtenir les OGM. Quand vous rentrez dans un laboratoire avec une plante, vous allez faire tout le processus nécessaire à retirer un gène. Ce gène, vous le sortez et vous le transférez dans une autre cellule. Vous allez faire tout pour que cette cellule se développe pour devenir une plante entière. Tout ce processus, du début jusqu'à la fin, constitue le génie génétique. Et la finalité, c'est l'obtention d'un organisme génétiquement modifié, les OGM. Oui, justement, expliquez encore une fois à la population ce que c'est que l'OGM. Les OGM, c'est quoi? Et en quoi est-ce que cela est une menace pour l'agriculture et l'alimentation? Oui, les OGM, c'est une plante dans laquelle on a introduit de force un autre gène qui vient d'une autre plante. Si vous avez une plante A, vous avez par exemple une caractéristique qui vous intéresse. Ça peut être par exemple la couleur ou la forme des feuilles. Vous avez la même plante B, vous voulez que cette plante B ait cette forme et cette couleur de la feuille, vous allez prélever dans la plante A le gène qui donne la couleur et la forme pour l'amener dans la plante B pour qu'elle puisse avoir cela. Mais en le faisant, quand je dis vous prenez et puis vous amenez, c'est facile à dire, mais c'est excessivement compliqué et c'est excessivement coûteux. Vous allez vous servir de micro-organismes pour introduire ce premier gène que vous avez prélevé dans A, faire tout pour l'introduire dans le micro-organisme, pour faire une autre combinaison de gènes,
prélever cela et l'introduire dans la plante B. Ces transferts dans la nature ne se font pas. Donc, c'est l'artificiel qui demande beaucoup de moyens, qui demande du temps, et on va ainsi transgresser une barrière. Les micro-organismes, voyez-vous, se multiplient entre eux. Les plantes entre elles, les animaux entre eux. Avec le génie génétique, on mélange tout. C'est ça. Et donc, on a plus des produits naturels. On a des produits artificiels. Artificiellement construits. Oui. C'est ça l'OGM. Et en quoi est-ce que cela est une menace pour le corps humain, pour l'alimentation, pour l'agriculture, les OGM? Voilà. Quand vous mélangez les gènes, un gène est responsable de la production de substances dans un être vivant donné. Oui. Le gène, il peut produire plusieurs substances parce qu'il est dans un environnement précis. Oui. Quand vous l'enlevez de cet environnement, vous l'envoyez dans un autre environnement, il va continuer à sécréter ces substances, mais il va modifier la composition de la sécrétion. Tout à fait. Donc, quand vous regardez comme ça, globalement, à l'œil nu, vous ne voyez aucune différence. Mais quand vous poussez les analyses chimiques, vous allez voir qu'il y a des différences énormes par rapport à la composition de la substance sécrétée. Oui. Or, vous savez, la digestion n'est pas quelque chose qui est tombé comme ça. La digestion, le processus de la digestion et de la sécrétion, c'est un processus qui s'est développé dans le temps. Quand je dis dans le temps, ce n'est pas 10 ans, 15 ans, hein, des millénaires. Oui. C'est ce qu'on appelle la coévolution. Oui. Quand on mange quelque chose, on parvient à le digérer, ce n'est pas tombé comme ça. Ça s'est mis en place progressivement. Et voilà que maintenant... C'est-à-dire qu'il y a une compatibilité entre le corps humain et ce produit-là qui existe de façon naturelle. Merci. Voici qu'on a créé des produits artificiels qui n'ont pas la même composition que le produit naturel que le corps humain assimile facilement. Exactement. Donc, nécessairement, cela va poser des problèmes. Sur l'organisme. Sur l'organisme. Déjà, les allergies, on les voit. Le monde entier a connu un cas précis, c'est le maïs Starling, qui avait été développé aux États-Unis. Le gros maïs là, c'est ça? Non, c'est une variété de maïs Starling, OGM, qui a été développé aux États-Unis. Et entre parenthèses, aux États-Unis, le maïs n'est pas consommé comme ça, comme on consomme en Afrique et autres. La grande majorité, pas la pâte là-bas, la grande quantité de maïs OGM est consommée par les animaux. Donc, le peu consommer les pop-corn et autres, ça ne fait pas partie de l'alimentation de base. Et donc, il y a eu une situation. Il y a eu une situation allergique. On a constaté que les quelques galettes et farines dans les rayons, quand on les consomme, il y avait des allergies. Comme il y a toujours un suivi sanitaire qui est là, du coup, on a situé la cause et on a retiré le maïs Starling de la consommation humaine. On a continué à donner ce maïs aux animaux. La population vigilante s'est levée pour dire non. Puisque les animaux sont aussi consommés. Nous consommons leur chair. Leur chair, oui. Nous consommons leur chair. Mais donc, attention. Ça, c'est un premier exemple. Oui. Deuxième exemple. Il y a eu des expériences, et à plusieurs niveaux, où on a pris de l'eau de rat. Un qui est nourri avec le maïs OGM et l'autre pas. Qu'est-ce qu'on a constaté? Ce groupe nourri par les OGM, nous avons constaté des problèmes physiologiques énormes, c'est-à-dire un dysfonctionnement au niveau de la rate, au niveau des reins, au niveau du foie, c'est-à-dire tous ces organes qui constituent véritablement des filtres pour arrêter tous les poisons que nous consommons et qui sont ensuite rejetés par l'urine et puis les selles. Ces trois organes qui filtrent ces poisons ont été fortement ébranlés. Conséquence, ça veut dire que ce qui a été consommé était fortement du poison. Voyez-vous, tirez vous-même la conclusion. Et sans compter cette faiblesse immunitaire qui s'est développée chez ces rats, qui étaient sujettes à beaucoup d'infections. Par contre, ceux qui étaient nourris avec le maïs normal ont non seulement gardé
leur capacité immunitaire qui est là, et ces organes de filtrage étaient normaux. Donc voici, par exemple, ces quelques expériences qui ont été faites et qui ont montré véritablement qu'il faut faire attention avec cela. Et pourtant, quand vous mettez les deux maïs côte à côte, maïs OGM et maïs non OGM, en les regardant, vous ne voyez pas de différence. Mais est-ce qu'il y a des produits quand même par rapport auxquels on peut faire la différence? Est-ce qu'il y a d'autres produits OGM qui sont facilement identifiables? Non. C'est-à-dire à vue d'œil? Non, à vue d'œil, non. C'est ça tout le problème. À vue d'œil, non. Ce qu'on peut faire en champ de culture, on peut faire la différence, par exemple. La différence entre les tailles de l'épi, les tailles de la plante, etc. Comme il existe cette différence entre n'importe quelle autre variété. Quand vous mettez deux variétés, vous allez voir les caractéristiques qui diffèrent d'une variété à une autre. Quand vous parlez d'agriculture, c'est l'agriculture au sens large. Il y a l'élevage également, il y a la pêche, tout ça. Mais par rapport à la viande, est-ce que c'est possible d'identifier les morceaux OGM? Non. Il y a des viandes qu'on retrouve dans notre pays, par exemple, des espèces qui sont sans tête. Non, on ne peut pas, par exemple, à la consommation, détecter si il y a cette viande qui est issue de manipulation génétique ou pas. Le goût n'est pas différent. Bon, le goût est différent selon le mode d'élevage, par exemple, des plantes et des animaux. Voyez-vous, par exemple, quand on fait l'élevage de transhumants, c'est-à-dire les bêtes qui vont migrer d'une zone à une autre périodiquement à la recherche de nourriture, et les bêtes qui sont élevées de façon sédentaire, véritablement, la qualité de la viande diffère. Les animaux qui se déplacent beaucoup ont tendance à ne pas accumuler de graisse. Par contre, les animaux qui sont sur place, à qui on apporte à manger, s'engraissent. Et quand on regarde les viandes, c'est la différence. Et c'est ça. Ce sont ces détails qui doivent nous conduire à innover. Aujourd'hui, la tendance, c'est quoi? Arrêtons l'élevage de transhumants, c'est archaïque. Allons-y vers la sédentarisation. Et on avance beaucoup d'arguments. Parce qu'ailleurs, on le fait. Et maintenant, on s'échine à aller vers la sédentarisation. Parce qu'ailleurs, on l'a fait, ça a donné beaucoup d'argent. Et comme on a besoin d'argent, il faut le faire ici aussi. Mais l'argent, ce n'est pas tout. Aujourd'hui, on se rend compte véritablement que dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Et aujourd'hui, humainement, c'est la question de la durabilité qui est là. Vous avez aussi expliqué en parlant des OGM que lorsqu'il y a l'introduction des plantes OGM dans une agriculture, cela constitue une menace pour les autres cultures naturelles qui sont là. Expliquez un peu le système. Prenons le cas d'un produit injecté au Bénin qui se développe par agriculture extensive à côté des produits naturels. En quoi est-ce que, de façon pratique, cela va constituer une menace pour la culture qui se fait de façon naturelle et paysanne? Voyez-vous, OGM ou sans OGM, toute nouvelle introduction doit être faite de façon prudente. Et ce n'est pas pour rien qu'on a les services phytosanitaires. Parce que une sémence végétale, animale, microbienne est accompagnée par son environnement qui est là, visible et invisible. Quand vous introduisez, il faut faire très attention. Ceci est connu. Maintenant, quand on va avec les OGM, ça s'aggrave davantage. Parce que dans la nature, il y a ce qu'on appelle les flux de gènes. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité qu'une plante puisse féconder une autre plante. Tout à fait. Si j'explique comme cela terre à terre. Il y a échange, c'est ce qu'on dit dans notre jargon, il y a échange de flux. Tout à fait. Et quand il y a échange de flux, il y a beaucoup de possibilités. C'est comme cela qu'une plante parvient à dominer une autre plante qui va exprimer des caractéristiques autres. Oui. Et souvent même, les caractéristiques premières d'une plante par suite d'échange de flux est camouflée. Devient ce qu'on appelle des caractéristiques récessives, cachées. Et au fil du temps, ce sont des caractères qui se perdent. Et c'est comme ça que certaines variétés se perdent. Puisque, et je le dis, avec le temps, souvent, il y a une certaine harmonie qui peut se créer entre les plantes. Et souvent, ça se fait entre des plantes qui sont de la même famille et qui, souvent, ont évolué ensemble. Avec les OGM, une nouvelle culture
artificiellement conçus, qui se retrouvent côte à côte avec des plantes analogues, la contamination se fait. Et déjà, on a l'exemple très illustratif du maïs. Au Mexique, zone de grande diversité du maïs, le maïs OGM est en train de contaminer les maïs naturels. Donc les produits, les vivrières OGM ont tendance à dominer les produits naturels, c'est ça? Est-ce que ces produits sont conçus comme ça, conçus de manière à ce que dans la cohabitation entre les plantes, que ces produits OGM là sur les champs puissent facilement contaminer et s'imposer aux autres? Est-ce que c'est comme ça que c'est conçu? Mais justement, c'est ce qui se passe. Dans la réalité des faits, c'est ce qui se passe. Les gènes qui ont été prélevés et montés, construits artificiellement, ont tendance à aller s'intégrer dans des plantes naturelles et à les faire exprimer d'autres caractéristiques. C'est ça toute la question. Vous avez dit que l'Asie est totalement envahie par les OGM et que l'Afrique est encore un peu à l'abri. On en est où en Afrique? Bon, en Afrique, bien sûr, il y a certains pays qui sont officiellement rentrés dans la culture des OGM. Donc, le cas le plus connu partout, c'est le cas du Burkina Faso, qui a commencé le coton BT il y a 2 ou 3 ans et qui s'engage fortement vers le niébé, le petit haricot traditionnel OGM, le sorgho OGM, etc. etc. Ce pays a introduit et a commencé la culture OGM sans que les lois qui l'autorisent et qui surveillent ces cultures, sans que ces lois ne soient mises en place dans ce pays. Voyez-vous la spécificité africaine? Ceux-là même qui ont conçu les OGM ont construit des lois pour que si on introduit, même si ces lois ne sont pas suffisamment opérationnelles, si on l'introduit pour qu'il y ait au moins un cadre qui va réglementer cela. Parce qu'il y a un pays qui a fait ça. Sans cadre réglementaire. Sans cadre réglementaire. C'est maintenant qu'ils sont en train de mettre le cadre réglementaire. Les autres pays ont commencé à mettre les cadres réglementaires. C'est-à-dire ont commencé une certaine préparation. Le cas du Bénin est spécifique. Le Bénin a dit, nous allons nous préparer, mais nous voulons un moratoire. Pour nous donner tout le temps de comprendre et d'aller. Les autres pays ont commencé ce qu'on appelle les lois de biosécurité. Et c'est des lois qui encadrent l'introduction, la culture des OGM. Et entre-temps, les organisations sous-régionales, l'UEMOA, par exemple, dans notre sous-région, a voulu élaborer une loi régionale de biosécurité. Et l'objectif, c'était d'harmoniser les lois nationales. Encore quand l'UEMOA se lançait dans ça, les pays avaient à peine commencé l'exercice pour faire ces lois nationales. Et on voulait déjà les harmoniser, des choses qui n'existaient pas. Donc aujourd'hui, dans la sous-région, cette loi sous-régionale est en cours d'élaboration, très poussée, et ce serait un cadre pour tous les pays. Ça veut dire que nos pays se préparent à aller dans l'utilisation de ces OGM. Mais ces lois, quand on les regarde, peuvent nous aider véritablement à ne pas aller dans tous les sens. Parce que ces lois sont inspirées d'une convention internationale, le protocole de Cartagena, qui lui-même, ce protocole, est inspiré de la convention sur la biodiversité. C'est-à-dire comment travailler sans pour autant mettre en danger ce potentiel de diversité qui existe de part et d'autre dans tous les pays. Donc il y a véritablement cette volonté d'encadrer, même si c'est difficile, mais ce sont des choses que nous-mêmes nous devons parfaire. Voilà. Ça c'est pour encadrer la production, mais vous savez que les pays africains, pour la plupart, en tout cas à ce jour, importent une bonne partie de ce qui est consommé. Je prends l'exemple des huiles qui sont envoyées sur nos sols, je prends l'exemple du riz ou du maïs qui sont des produits de grande consommation, ou parfois des farines déjà. Est-ce que vous avez déjà mené une étude quant à la qualité de ces produits-là, parfois qui sont donnés aux États
en termes de programme alimentaire par rapport aux populations qui sont en difficulté, l'assistance alimentaire, et ensuite ce qui est acheté aussi est consommé directement par les particuliers. Est-ce qu'au niveau du Copagène, vous avez mis en place un système pour vérifier la qualité? Quelle est la portion d'OGM qui nous est envoyée? Voyez-vous, l'objectif de la Copagène, ce n'est pas d'analyser tous ces produits. Les Copagènes dans les pays, ce sont des réseaux. Dans les Copagènes, vous avez les organisations de consommateurs, vous avez d'autres organisations, les organisations de femmes. C'est d'abord de leur expliquer qu'il y a ce problème qui est là. Il y a un danger. C'est un danger. Et de les pousser vers ça. Dans certains pays, ça marche. Ne serait-ce que pour informer la population, pour dire, voici par exemple des gammes de produits. Si véritablement, vous ne voulez pas consommer les OGM, il serait bon de s'abstenir de leur consommation. Quand vous prenez l'huile de soja qui vient de l'Argentine ou des États-Unis, soyez sûr et certain qu'à 90%, vous êtes en train de consommer l'huile de soja, l'huile extrait de soja transgénique. C'est ce qui fait que le coût a baissé. Ouais. Donc il y a beaucoup de situations qui sont là. C'est vrai, les associations de consommateurs n'ont pas de laboratoire pour vérifier la qualité des produits, mais ces associations peuvent donner des informations pour guider les populations dans leur choix, par exemple. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas pu mesurer la quantité ou en termes de pourcentage, ce que nous achetions, ce qu'on nous donne, parce que beaucoup de pays africains reçoivent de l'assistance alimentaire. Qu'est-ce qu'on nous envoie? Qu'est-ce que nous consommons? Mais vous consommez des produits qui, sanitairement, dans la plupart des cas, ne sont pas potables. C'est connu. C'est pour cela qu'on dit consommer ce que vous produisez. À défaut, c'est-à-dire à défaut de... Il ne faut pas qu'on s'épuise dans des solutions qu'on ne peut pas maîtriser. Mais tout simplement, le bon sens et l'information peut nous permettre de nous en sortir. Informer les gens. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le soja transgénique est développé dans tel ou tel pays. C'est à partir de ces soja transgéniques qu'ils font des produits alimentaires, l'huile, les farines de soja, les laits de soja. Une fois qu'on a donné l'information, ce serait aux consommateurs, ce serait aux citoyens et à toutes les organisations qui regardent dans ce sens d'informer la population pour dire: vous pouvez vous abstenir de la consommation de tels produits, abstenez-vous parce que vous avez 90% de chances que ça soit ainsi. Mais parfois le consommateur n'a aucune marge de manœuvre, parfois il n'a pas le choix. Lorsqu'on prend l'exemple des pays qui sont en guerre, par exemple, dans les pays sinistrés, quand on prend l'exemple de l'Haïti, quand on prend l'exemple de la Somalie ou du Niger il y a quelques années, mais ces pays ont eu besoin d'aide et sont les pays industrialisés qui viennent au secours à ces pays-là. Mais est-ce que le sinistré a la possibilité, a la liberté de choisir? Le problème des pays en guerre est ces pays en guerre sont des cas particuliers. Un pays qui est déjà en guerre, nous ne pouvons pas parler de normalité. Un pays qui est en paix, qui de surcroît est le premier producteur de l'uranium en Afrique, ce n'est plus un pays pauvre. C'est le cas du Niger, qui a la latitude. Voyez-vous, c'est ce que j'ai dit. On va prendre des cargos des États-Unis pour remplir de produits agricoles pour le Niger. À côté, vous avez des pays qui ont des excédents de produits alimentaires, qui peuvent aider le Niger. C'est là tout le paradoxe. Qui peuvent aider le Niger pour que les Nigériens ne consomment pas du n'importe quoi. Vous avez des excès de produits tout autour du Niger. C'est là toute la question. Vous pensez qu'aujourd'hui, véritablement, le Bénin doit importer des produits pour son alimentation? Vous pensez que le Bénin n'a pas les ressources nécessaires pour produire, pour nourrir la population béninoise? Avec tout ce que vous avez comme ressources en eau, tout ce que vous avez comme ressources en terre, sans compter les semences, la grande diversité des produits agricoles, la cuisine béninoise. Ce ne sont pas des questions de manque, ce sont des questions d'organisation. Et en termes d'organisation... Et ce ne sont pas les ressources, l'argent qui permet de faire des choses. C'est tout simplement le courage et véritablement la volonté de faire une prise de conscience pour dire
arrêtons-nous un moment et regardons ce que nous sommes en train de faire. C'est de ça aujourd'hui qu'il s'agit. Et que la question est tellement importante qu'il ne faut pas la laisser entre les mains des seules autorités. Il faut associer les scientifiques. Tout le monde. Ouais, la société civile. Parce que nous sommes tous concernés. Oui. Oui. Que tout le monde s'implique. Justement, madame, nous allons avancer. Il nous reste 20 minutes pour finir l'émission. Donc, nous allons parler justement de vous, de vos structures, des actions que vous menez et justement d'une activité qui est en cours actuellement, toujours dans le sens de ce combat-là que vous menez. Alors, on a commencé à en parler depuis le début. Copagène, dont le point focal au niveau du Bénin est Djinoukou. Alors, quand on prend cette coalition à l'échelle internationale ou disons interafricaine, depuis quand est-ce qu'elle existe et quelle est sa vision, sa mission, ses objectifs et qu'est-ce qu'elle a pu avoir comme résultat depuis qu'elle existe? La Copagène, comme on l'a dit, Coalition pour la protection du patrimoine génétique, existe depuis 2006. Cette coalition existe dans tous les pays de l'UEMOA plus la Guinée-Conakry. Donc 9 pays en tout. Et la Copagène, comme on l'a dit, est contre l'introduction des OGM dans l'agriculture, défend le droit des communautés agricoles, paysannes et également propose des solutions non OGM pour que l'agriculture puisse marcher. Ce sont nos 3 piliers. Pour le faire, nous essayons de faire comprendre le sujet à tous ceux qui veulent le comprendre, sans distinction de niveau de formation. Okay. Et pour cela, nous faisons des formations. Ouais. Les formations se font à 2 niveaux. Il y a le niveau des universitaires, ceux qui sont partis et qui ont un certain niveau, ce qu'on appelle les cours régionaux qu'on organise chaque année ici. Comme ce qui se passe actuellement. On va y revenir. Voilà. Et nous avons des méthodes de communication dans les langues avec les populations à la base qui ne savent ni lire ni écrire le français. Qu'ils puissent comprendre et s'approprier le concept et la lutte. Exactement. Voilà. Ça, c'est les 2 niveaux en termes de formation. L'autre niveau qu'on a privilégié, c'est le dialogue politique. Ce dialogue politique, cette émission fait partie de ce dialogue politique. Permettre à tous ceux qui veulent comprendre la problématique et qui sont intéressés à s'engager dans ce combat, de venir avec nous. Djinoukou est au Bénin. Dans chacun de nos pays, vous avez les Copagènes. Ce dialogue politique également nous amène à dialoguer directement avec les autorités politiques. Au Bénin ici, ça se fait très bien, d'où le laboratoire. Quand nous faisons nos cours, les ministères sont au courant. Ministère de l'Éducation, ministère de l'Environnement, tous ceux-ci viennent. Et pour le cas du Bénin, à chaque ouverture, ces autorités sont là. Et vous les rendez compte à la fin. Et nous rendons compte à la fin. Donc on est dans ce dialogue politique qui est là. Et 3e dimension, la création des alternatives, c'est-à-dire des solutions non OGM. Oui. Cela nous permet... Exemple. Quelle solution vous avez proposé? Quel type de solution vous avez proposé? Un exemple très simple. Oui. La disponibilité de la semence paysanne, par exemple. On sait qu'il y a des réseaux de distribution des semences hybrides, des semences qui viennent d'ailleurs. Nous organisons aussi des réseaux de distribution des semences. Parce que justement, ce sont ces réseaux de distribution de substances hybrides qui permettent d'implanter les produits OGM dans nos pays. Donc vous avez organisé des alternatives pour distribuer des semences paysannes. Pour développer les semences paysannes, que ces semences soient disponibles. Oui. Parce que le paysan, quand il veut travailler, il a besoin de semences. Exactement. Et s'il n'a que les semences OGM, il va s'en servir. Exactement. Que ces semences paysannes soient disponibles. En quantité en quantité. Et selon les par rapport à la demande. Au Bénin, par exemple, vous n'avez pas ce problème, mais dans les pays sahéliens, on a ce problème. On peut semer 3 fois pour la même saison agricole. On sème, les pluies s'arrêtent, tout est séché et desséché au champ, il faut ressemer. Donc cela veut dire que le paysan doit disposer d'une grande quantité de semences pour pouvoir faire face à ces aléas climatiques. Donc pour cela, on a des alternatives comme ça, c'est-à-dire des solutions bien élaborées qui permettent aux paysans d'avoir des semences au cas où son stock familial serait épuisé. Il y a un stock qui est là de secours. On ne pas subir la colonisation OGM. Exactement. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qu'on organise. On organise la fertilisation
organique des sols à travers les échanges qui se font. Voyez-vous, par exemple, à Madagascar, les gens parviennent à faire 8 à 9 tonnes de riz à l'hectare. Parce qu'il y a des méthodes et sans mettre d'engrais chimiques. Quand nous tombons sur des exemples comme ça, on les prend, on les étudie et puis on les vulgarise. Donc, c'est ça le rôle de Copagène. Et en même temps, on suit les informations sous-régionales et nationales pour aviser les gens à temps. Ce qu'on appelle de ce qui se passe. On a un système de veille qui est là, qui fait que nous avons tous les informations au même moment. Et cela a porté. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Copagène est représenté dans des structures telles que l'UEMOA en matière de biosécurité. Tout à fait. Alors quand vous faites le point, quand vous dénoncez ces choses-là, vous avez l'impression que votre combat porte et que vous avez des résultats. Quand vous faites le point depuis 2006 à ce jour, est-ce que vous avez la satisfaction que la coalition Copagène a servi à quelque chose en termes de protection et de sécurité alimentaire et agricole dans ces pays concernés? Mais bien sûr, nous avons l'exemple, c'est le Bénin. Nous sommes à notre 4e édition. Et à chaque fois, c'est 25-26 jeunes auditeurs qui sont formés. Et nous les retrouvons dans les grandes réflexions par rapport à ce sujet. Il y a des juristes, il y a des biologistes, il y a ceux qui travaillent dans les ONG sur les questions agricoles. Il y a des sociologues, des philosophes. Ici, on a des professeurs de 8 pays. 8 pays qui sont là. De l'Amérique latine à l'Asie, à Europe et Afrique. Des auditeurs de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre. Quand on commençait, il n'y avait pas de Copagène en Afrique centrale. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui répondent et qui sont Copagène. Pour vous dire que ça marche. Voilà, parlant justement de ce cours que vous organisez à Cotonou, je crois que c'est du 3 au 15 octobre 2011. Alors, c'est un cours régional et le thème c'est fondement holistique pour l'évaluation, la régulation du génie génétique des OGM en Afrique. Expliquez-nous un peu ce thème et pourquoi l'avoir choisi et comment vous le développez. Oui, c'est au début de l'émission, je vous ai dit, quand on parle de sémence, quand on travaille avec la sémence, il ne faut pas voir seulement la sémence elle seule. Autour de la sémence, il y a d'autres réalités, des réalités économiques, sociopolitiques et culturelles. Et maintenant, quand vous allez modifier une sémence, telle que les OGM, vous l'introduisez dans un milieu, il faut forcément, dans l'évaluation de cette introduction, et regarder les dimensions socio-économiques, culturelles, politiques et économiques, pour pouvoir faire cette évaluation et aussi pour regarder les risques. Quand vous introduisez une sémence OGM dans le milieu, par exemple, il ne faut pas voir seulement la contamination de la sémence non OGM. Vous avez d'autres risques qui sont là. Non seulement, je prends un cas simple. Oui. Il ne peut pas reproduire la sémence. Le paysan qui le reçoit, il ne peut pas reproduire la sémence OGM. Il a un paquet technologique strict qu'il doit observer. Ceci a des conséquences au niveau de son savoir intrinsèque. Quand tu as la ressource, toi-même, tu la sèmes, tu la surveilles, tu tries ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, tu le fais avec un certain savoir-faire que tu vas consolider et que tu peux transmettre à d'autres. Mais quand la sémence, on t'apporte la sémence, tu ne sais pas comment elle a été construite, etc. etc. Oui. Ce n'est pas seulement le risque écologique qui est là, mais vous avez le risque en termes de développement du savoir et des connaissances. Tout à fait. Donc, il y a tout ça. Dans l'évaluation, il faut qu'on puisse être capable de regarder ces aspects. D'où l'appellation holistique, c'est-à-dire globale. Voilà. Une appréciation globale pour évaluer et pour voir les risques. C'est là. Tout à fait. Alors, ce cours de Cotonou, quels sont les résultats que vous attendez de cela au regard de ces réalités que vous venez de développer? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi comme résultat concret de ce cours et en quoi ça va vous aider, vous appuyer pour la suite du combat? Chaque auditeur qui vient d'abord, avant de venir, doit être au parfum de la situation des sémences dans son pays. Sémences OGM et non OGM. On ne veut pas faire la formation en l'air. Il faudra que la personne soit dans cette logique de comprendre les choses. Après la formation, chaque auditeur doit développer un projet pour valoriser les acquis. Les acquis dans son pays. Dans son pays. Et
s'engager à mettre ses acquis au profit des autres pays. Donc ça, d'abord, c'est la situation que nous maîtrisons parfaitement. Et en dehors de ça, comme on dit, aucune connaissance n'est neutre. Un participant qui est bien formé, il a la latitude et nous supposons que désormais, il ne part pas comme cela. Il y a eu des acquis, des apprentissages qu'il va certainement valoriser au cours de son travail. Et comme vous le savez, à la fin de chaque cours, il y a des résultats qui sont donnés aux autorités par rapport à ce que nous avons eu à faire. Pour que les autorités puissent véritablement faire quelque chose dans les pays en question. Exactement. Nous avons reçu beaucoup de questions, déjà des questions qui nous sont envoyées par SMS, comme c'est l'habitude ici sur ce plateau. Il y a un téléspectateur qui demande, est-ce que ce ne sont pas nos propres intellectuels qui servent d'intermédiaires pour piller nos ressources? Mais bien sûr. Qui servent de support local à ces structures internationales qui veulent nous coloniser par les OGM. Justement, c'est ça. Et quand vous regardez les modules qui sont enseignés dans ce cours, nous mettons beaucoup l'accent sur la question de l'éthique. Nous, quand vous regardez les modules qui sont là, nous donnons la connaissance théorique, comment comprendre les OGM même, et nous faisons des travaux de laboratoire. C'est pour démystifier le sujet. Après cela, nous avançons avec le module sur l'éthique. Oui. L'épistémologie en matière de science. La question éthique que pose le développement de la science et du génie génétique. Oui. Donc, ça met le chercheur, l'élite scientifique, face à sa société, sa responsabilité face à sa société par rapport à la question. Mais vous savez, c'est l'argent qui fait ça, l'éthique parfois face à l'argent sombre. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que nous avons un défaut de formation. Oui. Aujourd'hui, en Europe, quelle que soit la spécialité que vous allez choisir, en Europe, ça vient un peu aux États-Unis, vous êtes obligé de faire un peu de philo, vous êtes obligé de faire de l'éthique et de la bioéthique. C'est pour préparer l'individu à sa responsabilité future. Par rapport à la société. Par rapport à la société. Et c'est beaucoup développé en Norvège. Surtout les pays du Nord. Les paysans ne sont-ils pas des biopirates dans leur propre communauté agricole? C'est une question. Non. Biopirates dans quel sens? Les paysans, c'est eux qui entretiennent les ressources. En fait, c'est ça le problème que nous, on ne comprend pas. Et tout ce que nous sommes en train de faire avec les semences aujourd'hui, que ce soit les instituts de recherche au niveau de nos pays, que ce soit les multinationales, tous travaillent à partir des ressources que les paysans entretiennent à la base. Si tu vois qu'une multinationale prend un gène sur une culture bien donnée, faudra-t-il que la culture existe. Et cette culture est maintenue par les paysans. Les instituts nationaux, c'est la même chose. S'il y a piraterie, il y a piraterie au niveau de ces instituts, par ces instituts et par les multinationales, par les paysans. C'est lui qui entretient la chose. C'est pour lui, en réalité. Il y a le président de la plateforme des paysans du Bénin qui vous remercie et qui voudrait avoir votre numéro pour vous appeler. Bon, on va dire ça en antenne à la suite, puisqu'on connaît son numéro. Quelqu'un demande comment expliquez-vous que vos combats peinent à prendre mal depuis des années et que les puissances continuent à acheter les terres? Ça dépend des pays. Vous voyez, en novembre 2010, nous avons tenu un forum sur l'accaparement des terres au Mali, dans la zone office du Niger, où on a vendu 100 000 hectares à la Libye. À la suite de cette rencontre, les autorités étaient obligées de répondre. C'est là où je vous dis, cette réponse où on nous a dit, on n'a pas vendu, on a donné en bail. 50 ans renouvelables, 90 ans renouvelables. Grâce à nous, les populations qui n'étaient pas avisées de cette situation ont pu savoir ce qui se passait dans leur... Et on a eu des représentants du Bénin qui étaient là-bas et qui ont parlé de la situation du Bénin. Vous savez justement, madame, aujourd'hui, le phénomène a été stoppé. C'est vous dire que, c'est-à-dire, si vous laissez faire
on va faire. Oui, tout à fait. Vous savez, en retour, ces pays, Burkina Faso, Mali, Niger, il y a des hôtels, des résidences qui sont construits dans les capitales. On dit, ben, la Libye ou tel pays nous aide, on nous a construit tel bâtiment, c'est un don, mais en retour, c'est ce qui se fait. Et une autre question, les réserves foncières sont menacées par les baux acquis par ces firmes internationales. Que faire? Je crois que vous avez dit. Mais se mobiliser, informer d'abord, comprendre comment ça se passe. Les populations ne sont pas au courant. Mais justement, c'est là où il faut se lever pour dire voilà ce qui se passe. Nous avons cherché, par exemple, tous les contrats du Mali. Et nous avons les contenus de ces contrats. Et quand nous parlons, on ne parle pas en l'air. Ouais, vous savez de quoi vous parlez. Nous savons de quoi nous parlons. Et quand les gens savent que vous savez de quoi vous parlez, ils font attention. Effectivement, il faut avancer. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui se mobilisent aujourd'hui dans tous les pays. Quelqu'un demande quels sont les inconvénients du coton BT en termes de culture sur l'écologie du pays. Mais justement, les Burkinabés pourront véritablement dire cela. Le coton BT, comme on l'a dit, vous savez, le coton conventionnel, il fallait 6 000 francs pour s'aimer un hectare. Avec le coton BT, il faut 26 000 francs, 27 000 francs. Faites la différence. Quand on est là en train de dire qu'il n'y a pas de ressources dans nos pays, de ressources financières dans nos pays africains. Le coton BT, contrairement à ce qu'on a dit, on pulvérise. On a fait croire aux paysans burkinabés que quand vous semez le coton BT, vous n'allez pas pulvériser autant que sur le coton conventionnel. Aujourd'hui, non seulement ils pulvérisent, la semence est chère, ils pulvérisent, et ce qu'on n'a pas dit aux producteurs burkinabés, l'OGM marche quand les conditions climatiques sont stables. Quand les conditions climatiques varient, ce sont les cultures adaptées aux conditions locales qui répondent mieux. Or, dans le changement climatique, c'est ça que nous vivons. Ouais. C'est ça que nous vivons, l'instabilité climatique qui est là. Ouais. Donc, ce qui fait que on pulvérise, donc la préservation de la destruction de l'environnement continue, et l'hémorragie financière continue, et véritablement la dépendance est là. Voici ce que le coton BT amène. Voilà. Madame, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, ça à peine 1 minute. Vous avez quelques mots, quelques appels à lancer pour clôturer cet entretien? Non, tout simplement, je veux dire qu'il est temps en Afrique qu'on se mobilise, tout simplement. Il ne faut pas que nous accompagnions les autres dans tout ce qu'ils font. Nous sommes des grands pays avec des grandes civilisations qui sont là. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que nous tenons jusqu'à présent. Avec tout ce que nous faisons comme débordement et errement en laissant nos acquis. S'il n'y avait pas ce grand socle culturel qui fait que nous parvenons à résister, j'avoue que ce serait autre. Et il faut véritablement que les gens puissent s'engager, abandonner cette légèreté intellectuelle dans les réflexions et dans les conceptions, qu'on se mette véritablement au travail. Et que par rapport à la question nationale, il n'y a pas d'un côté les politiques, la société civile et autres, mais que nous sommes tous dans le même bateau et qu'il est temps qu'on se mette ensemble avec nos différentes visions et approches pour qu'on puisse véritablement nous prendre en charge. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Merci à vous, Madame Samaké Migan. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission Zone Franche de ce dimanche. Le thème, c'était « L'agriculture familiale peut-elle assurer la souveraineté alimentaire en Afrique ?» Notre invité, Assetou Samaké Migan, pense que oui, la condition, dit-elle, c'est la volonté franche et surtout scientifique des dirigeants. Cela passe par l'implication de toutes et de tous. La Copagène est contre l'introduction des OGM dans l'agriculture en Afrique, d'autant plus que ces organismes génétiquement modifiés créent de nombreuses nuisances à l'homme, à la terre, à l'environnement et à l'écosystème. Merci à vous, Brice Ossou. Madame, Monsieur, merci à vous qui nous suivez un peu partout sur Canal 3 Bénin.